Eh bien, bonjour à toutes et à tous qui ont pu nous rejoindre dès ce matin. On va commencer cette deuxième demi-journée. Donc, je cède la parole dans un instant à nos deux personnalités du jour en charge d'introduire ces journées. Donc, Madame Berlesus, qui est intervenue hier en sa qualité donc de chercheuse, membre de l'AWBI, donc ce comité de la DFG, et Madame Sophie Bouffier, qui est professeure d'histoire grecque occidentale à Aix-Marseille Université, directrice de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme. Elle intervient ce matin en tant que présidente du conseil scientifique du GIS Colex-Percé. Donc, Madame Bouffier, Madame Berlesus, le micro est à vous. Qui commence de nous? Moi, je pense Madame Bouffier. Hein? Oui, Madame Bouffier, je vous en prie. Très bien. Vous m'entendez bien? Je peux y aller? Oui, bon oui, parfaitement bien. Merci. Bien. Chers collègues, c'est avec plaisir que j'ouvre cette deuxième journée des rencontres entre le groupement d'intérêt scientifique Colex-Percé et Fachinformationsdienst für die Wissenschaft. Et je salue très cordialement nos collègues allemands que j'aurais préféré rencontrer en vrai. J'avais bien prévu de venir, mais en particulier dans cette ville de Strasbourg que j'apprécie beaucoup et que je trouve très attachante. Mais bon, ce sera pour une autre fois, j'espère. Il faut déjà remercier la technique qui nous permet d'échanger depuis hier sur un sujet d'importance fondamentale pour les chercheurs et enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur, la documentation acquise et conservée par nos bibliothèques, nos médiathèques, et qui sert de base à nos travaux de recherche. Je tiens à remercier tout particulièrement les organisateurs de la rencontre, l'équipe strasbourgeoise d'abord, avec laquelle une forme de complicité s'est installée depuis le début de mon mandat à la tête du conseil scientifique du Colex-Percé, Alain Collat et Catherine Desos-Varnier. Et je remercie également leurs collègues Élise Giraud et Alexandre Schmitt, ainsi que tous ceux qui ont œuvré à la réussite de ces journées. Créée en 2016, pour assurer la coordination nationale de la documentation de la recherche française, le Colex-Percé a été renouvelé dans la feuille de route 2018-2020. Il s'agissait de contribuer à la performance de la recherche française en développant des services documentaires au plus près des besoins des chercheurs. Outre le soutien au développement des collections via des dotations spécifiques à des bibliothèques qualifiées de délégataires et associées, le groupement d'intérêt scientifique Colex-Percé lançait des appels à projets destinés à créer une dynamique de réseau entre chercheurs et documentalistes dans un cadre interdisciplinaire, visait aussi à soutenir la production et la diffusion de corpus numériques, à développer des services qui répondaient aux besoins des communautés de chercheurs en gardant un lien permanent avec tous les acteurs. Il s'agissait également de porter des programmes pluridisciplinaires de numérisation et de promouvoir la bibliothèque comme un lieu de recherche et d'expertise. C'est à ce moment-là que j'ai pris la présidence du conseil scientifique du Colex-Percé, fort de 15 membres, issus à la fois d'universités, du CNRS, de l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, l'ENSIB, de l'École normale supérieure de Lyon, de l'Institut de l'information scientifique et technique du CNRS et de l'Alliance pour les sciences humaines et sociales, l'Alliance Athéna, ainsi que le portail de revues scientifiques en libre accès, Percé. Notre rôle était d'orienter et d'évaluer les projets, de labelliser des collections d'excellence, niches documentaires dans des bibliothèques et des médiathèques françaises. Provenant moi-même d'une maison des sciences de l'homme, dont les missions étaient de soutenir l'interdisciplinarité dans des appels à projets, mission aussi d'associer des chercheurs venus d'horizons différents et de créer des réseaux autour de thématiques porteuses de forts enjeux scientifiques ou sociétaux. J'ai été à l'aise dans un conseil scientifique
qui prône à la fois l'originalité des projets et le fort potentiel scientifique de tel ou tel corpus documentaire. À raison de 2 à 3 réunions par an, au Muséum d'histoire naturelle ou au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et depuis 1 an et demi, malheureusement, devant nos écrans, nous avons labellisé plus de 160 collections d'excellence de bibliothèques très variées qui renfermaient des trésors en architecture, en sciences de l'Antiquité, en études aréales, chinoises ou arabes. C'était aussi la bibliothèque de sport de l'INSEP ou la bibliothèque cartothèque de l'Observatoire de Lyon, avec son fonds Sciences de la Terre et de l'évolution, ou le centre de recherche bretonne et celtique de l'Université de Bretagne, ou enfin le fonds de manuscrits en feuilles de palme de l'Institut français de Pondichéry. Toutes détentrices de fonds originaux, constitués aussi bien de documentation imprimée rare que de corpus électroniques, d'archives, de données iconographiques ou audiovisuelles, d'objets, elles ont montré que les fonds pour la recherche sont multiples et que les méthodes et les pratiques ont bien changé dans le paysage scientifique. La labellisation a donné de la visibilité à ces fonds rares en les exposant sur le site du Colex Percé et en les portant ainsi à la connaissance de tous. Parallèlement, le conseil scientifique est chargé de sélectionner les dossiers les plus innovants et fédérateurs dans des appels à projets qui proposent de financer des projets portés par des chercheurs, parfois associés à des bibliothèques, destinés à valoriser les fonds de ces bibliothèques. Ces appels étaient de plusieurs types. Projets collaboratifs de numérisation, projets collaboratifs services, programmes blancs et bourses. Certains ont été plébiscités par les chercheurs, comme les appels à projets numérisation. 56 des 93 dossiers expertisés par nous en 2018, pour 41 projets retenus, sont des projets numérisation. En 2020, nous avons expertisé 46 dossiers pour 25 projets financés autour de 2 millions d'euros. La demande était donc forte de sauvegarder des corpus d'archives de chercheurs en péril de conservation ou de dégradation. Nombreux étaient les projets concernant des archives archéologiques, de fouilles parfois anciennes, d'équipes françaises travaillant notamment dans les grandes missions méditerranéennes par le biais des écoles françaises à l'étranger. Mais nous avons sélectionné aussi le projet de ferrisation des archives sonores du Grand Ouest français et de l'Amérique du Nord, francophone, les bois de la xylothèque du CIRAD ou les archives mathématiques de l'Université Paris-Saclay. En bref, des projets qui exploitaient des matériaux documentaires de nature diverse. Livres d'artistes, images, archives sonores, données, référentiels, périodiques, thèses, etc. Tous présentaient un potentiel d'exploitation scientifique important et apparaissaient donc comme des sources d'avancées notables pour la communauté scientifique. Nous avons également privilégié les partenariats qui nous apparaissaient comme solides, compétents et diversifiés. En presque 4 ans, nous avons vu se dégager plusieurs phénomènes, notamment l'élargissement des partenariats par la co-construction des projets entre les professionnels de l'information scientifique et technique et les équipes de recherche, la mise en place de normes, standards, référentiels répondant à ce qui se pratiquait à l'international, la prise en compte des aspects juridiques liés au corpus et à leur diffusion, dont inconnus dans bon nombre de projets de la première vague. Mais les équipes ont eu aussi le souci de la science ouverte. Les principes du FAIR, Findable, Accessible, Interoperable and Reusable, se sont progressivement imposés pour se rapprocher des programmes du plan
sciences ouvertes européen. Enfin, la volonté de valoriser les résultats et de les présenter au grand public par des expositions, des plateformes numériques ou des événements a été de plus en plus manifeste dans les dernières vagues d'appels à projets. Parallèlement, le conseil scientifique a été sollicité pour donner une expertise sur les programmes nationaux d'intérêt général. Plan national de numérisation, piloté par l'unité mixte dispersés, ou plan de conservation partagée de certaines catégories documentaires. Enfin, il a validé un soutien substantiel à des projets spécifiques qui portent un fort potentiel de développement pour la communauté scientifique. C'est le cas, par exemple, de la plateforme Cartomundi, dédiée à la gestion et à la valorisation du patrimoine cartographique. Née au sein de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme et à l'Université d'Aix-Marseille, elle a d'abord été limitée dans ses partenariats et dans ses fonctionnalités, puis a été ouverte à un consortium de grandes bibliothèques détentrices de cartothèques importantes. Elle devient aujourd'hui un outil national grâce à un programme de mise en conformité avec l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur française, soutenue par le Colex Percé. Elle proposera ainsi un catalogue de cartes, mais aussi une base de données cartographiques que l'on pourra associer à des programmes scientifiques portés par des historiens, des géographes ou d'autres spécialistes. C'est le cas également de Respadon, réseau de documentalistes et de chercheurs autour de la Bibliothèque nationale de France, dont la mission est de développer et de diversifier les usages des archives du web, jusque-là un peu anarchiques. Pour conclure cette brève introduction, je voudrais mettre en exergue le rôle structurant et novateur qu'a joué le Colex Percé dans la mise en place d'une communauté de chercheurs et de professionnels de l'information scientifique et technique au niveau français, ainsi que dans l'adoption de pratiques uniformes répondant aux critères de la science ouverte et des plans de gestion de données conseillés par les instances européennes. Le partenariat que le Colex Percé a lancé avec Fach Information für die Wissenschaft est du meilleur augure pour l'avenir, car il laisse présager de la construction d'une documentation européenne harmonisée pour le plus grand intérêt des chercheurs. Je ne peux que me réjouir de telles initiatives et j'appelle de mes voeux justement la construction de cette documentation européenne de normes adoptées par tous. Et pour aujourd'hui, je vous souhaite des échanges constructifs. Je vous remercie de votre attention. Je continue? S'il vous plaît. Ah oui. Wo geht das denn jetzt? Durchschreiben, kommentieren. Neue Folie. Oh Gott, Gott. Sheet. Problem avec mon PowerPoint. Freigabe habe ich. Leonie, kannst du mir mal ganz schnell helfen? Ich kriege die PowerPoint nicht gestartet. Wo muss ich denn drauf gehen? Malheureusement, je n'arrive pas à lancer le PowerPoint. Okay, maintenant. Voilà, ça a marché. J'aimerais m'associer à l'introduction de Madame Bouffier et je suis très heureuse. C'est seulement à présent que j'ai remarqué que vous travaillez à la MMSH à Marseille. Et moi, j'ai travaillé pendant un an au MMSH à Paris. Et effectivement,
Je n'ai jamais travaillé avec vous à Marseille, mais en tout cas, j'ai l'impression de revenir à la maison quelque part. Ce sont de belles maisons en tout cas. Et j'ai passé vraiment beaucoup de temps très fructueux au MMSH. Aujourd'hui, nous allons consacrer nos travaux à la manière dont nous avons réussi à réaliser concrètement la mission des FID. Il s'agit d'une infrastructure qui est animée et stimulée par les chercheurs. Les FID sont une infrastructure de recherche qui est axée strictement sur les besoins des chercheurs, et pour une chercheuse comme moi, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Il s'agit de l'une des rares infrastructures de recherche qui est vraiment orientée de façon ciblée et spécifique sur les enseignants-chercheurs, et cela est de plus en plus important dans le cadre de l'évolution de notre réseau. Et cela se manifeste au niveau des FED par le fait que, selon la manière dont évoluent les recherches, il y a une distinction très nette au niveau disciplinaire d'un FID à l'autre. Cela suscite une grande hétérogénéité qui, pour moi, comme pour l'AWBI, est considérée comme positif. En effet, on essaye vraiment de s'axer sur les besoins des enseignants-chercheurs. Alors, je suis une chercheuse et je ne suis pas très douée pour la technique, comme vous l'avez remarqué. Cela s'applique en partie à la technique, mais je crois que là, il faut vraiment veiller à ce que la technique soit simple et homogène. Madame Lipp et moi-même avons dit hier qu'après la réforme des FID, nous allons essayer d'harmoniser un peu mieux ces aspects. Qu'est-ce qui fait la distinction entre les différents FID? Donc, les sciences régionales, les sciences sur l'Asie du Sud-Est ou les sciences sociales. Il y a une distinction premièrement dans le type d'approvisionnement. Qu'est-ce qui est sourcé? Qu'est-ce que l'on recherche? La recherche de littérature pour les sciences sociales. Moi, je suis sociologue, donc c'est un élément central. Et ce qui est encore plus important, ce sont les données de recherche. Mais une grande distinction aussi que l'on observe, c'est qu'il y a des recherches basées sur les dates, il y a une approche herméneutique, il y a également une approche quantitative. Mais ça veut dire que concernant les contenus des FID, il y a des caractéristiques qui les relient et qui les différencient. Ce qu'on avait dit hier déjà, c'est qu'il y a une sorte de formation de cluster qui est envisagée. Et par ailleurs, il y a des formats de publication différents dans les sciences sociales, ce qui s'applique pour la France comme pour l'Allemagne. La monographie demeure l'œuvre centrale qui apporte le maximum en termes de réputation pour les éditions qui sont encore plus développées en France qu'en Allemagne. Mais il y a d'autres disciplines, et notamment ma discipline, où le summum de ce qu'on peut faire, c'est de rentrer dans des revues internationales prestigieuses. Donc ça, c'est un facteur qui fait la différence entre différents FID. Pourtant, il y a aussi des points communs au niveau des FID. Et il y a également une base d'apprentissage commun et d'enrichissement mutuel entre les divers FID sur la base de leurs activités communes. Par ailleurs, il est important, c'est de prendre conscience que les besoins en termes d'information évoluent très rapidement. Certains secteurs de recherche étaient encore relativement axés sur des bases empiriques et qui sont en train d'évoluer effectivement sur d'autres types de besoins et d'analyse, et nous devons y réagir. Cela est toujours accompagné de disciplines qui sont proches, donc des méthodes, des théories, mais également des thèmes de recherche peuvent être importés, exportés au travers de ces FID. Il est donc essentiel qu'il y ait une interaction et une interconnexion entre les différents FID pour favoriser cet échange et ce partage. Cela permet donc d'améliorer la qualité des transitions et des échanges, mais également que les normes de qualité s'appliquent
à toute la communauté des FID. Par exemple, se dire, mais quelles sont les méthodes, les normes? Ça, ce sont des questions qu'on se pose lorsqu'on applique de nouvelles méthodes sémantiques ou numériques, par exemple. Et donc, nous proposons également un soutien de la communauté scientifique au niveau technique et au-delà donc du domaine purement disciplinaire. Une coopération entre les FID, c'est essentiel, un échange sur les connaissances et également les échanges et les programmes. À présent, on dit toujours que les enseignants-chercheurs doivent participer activement, mais si on a une approche empirique, seuls les scientifiques qui s'intéressent au développement des infrastructures d'information pour lesquels ils considèrent ces services comme un besoin. Nous allons avoir une nouvelle construction à Hanovre pour la réflexion scientifique et en fait, il est prévu d'installer un atelier scientifique. Des représentants des secteurs juridiques, économiques, des sciences humaines, etc. se réuniront. Et c'est vrai que cet atelier de la connaissance est vraiment la pierre angulaire de cette nouvelle structure. Et les philosophes ont dit, ouais, mais les livres et les textes sont présents, on n'a rien à faire. Autrement dit, beaucoup d'enseignants-chercheurs partent du principe que les documents sont présents et que eux, en tant que chercheuses et chercheurs, n'ont pas besoin de s'impliquer activement par rapport à ces documents, à ces ressources documentaires, pour obtenir une nouvelle infrastructure d'information qui est plus adaptée à eux. Donc, c'est certainement un grand problème. En effet, le risque est que certains secteurs disciplinaires ou au niveau des universités qui ont besoin au quotidien d'infrastructures d'information peuvent déterminer très largement les FID. Donc, pour nous, la question est de savoir comment arriver à convaincre les chercheuses et chercheuses pour qui les bibliothèques sont là, les collections documentaires sont là, donc ce n'est pas la peine de s'en occuper. Comment arriver à les motiver, les intéresser? Dans le cadre du processus de numérisation, ces disciplines doivent également être impliquées et doivent pouvoir aussi défendre leurs intérêts et leurs besoins. Voici à présent le regard de la chercheuse à propos de la technique de l'infrastructure de la formation. Je ne sais pas comment cela fonctionne en France, mais les demandes de financement FID sont toujours soumises par une bibliothèque en coopération avec des chercheurs. Ce qui domine, ce sont les scientifiques spécialisés dans l'information. Ce qui est compréhensible, c'est que pour eux, une demande de soutien est intéressante s'ils obtiennent quelque chose de nouveau, si on peut faire avancer les techniques. Pour les scientifiques, ça n'est pas toujours le facteur essentiel parce que eux, souvent, ils ont d'autres critères. Donc, souvent, un développement technique dans le domaine des sciences de l'information, ça c'est le point de départ. Et je comprends très bien ces démarches, mais souvent, ça ne se fonde pas sur un besoin ou des démarches disciplinaires. Donc, arriver à expliquer cela et les nouveaux besoins aux scientifiques, ça prend beaucoup de temps et d'énergie. C'est pour moi un conflit, je ne sais pas comment le régler. D'un côté, il est important et normal aussi que les sciences de l'information continuent de se développer puisque nous en profitons aussi. Mais dans le même temps, cela implique aussi pour la communauté des chercheurs qu'ils sont confrontés à de nouvelles techniques, se les approprier. Et en fait, ils n'aiment pas trop consacrer leur temps à cela. Eux, ils préféraient consacrer leur temps et leur énergie à la recherche, à proprement parler. Donc, ce serait toujours utile de vérifier si chaque innovation technique est véritablement un plus pour la recherche et pour la science, ce qui est essentiel aussi. Et pour moi, ça s'inscrit dans un processus européen, comme l'illustre notre manifestation. Donc, ce qui serait utile, c'est qu'il y ait des usages homogènes. Par exemple, si je ne suis pas obligée d'apprendre des nouvelles techniques de recherche sur un autre FID ou dans le cadre d'une autre plateforme. Donc, en tout cas, qu'il y ait une
structure homogène de recherche des données. Ça, ce serait un grand confort pour la communauté scientifique et à ce titre, très souhaitable. Donc, j'en arrive à la fin de ma présentation et me réjouis des différents projets et présentations d'aujourd'hui. Et je nous souhaite à toutes et à tous une journée constructive et fructueuse. Merci.